Merci. Alors, on reprend. Désolée pour le petit aléa. Donc, là, on va reprendre là où on était. Alors, est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez, s'il vous plaît, répondre? Oui. Est-ce que vous pouvez me répondre si vous m'entendez? Oui? Allez, parfait. Donc, vous êtes là. Allez, on reprend. On essaie un petit peu de faire vite. Donc, la différence, alors la relation, est-ce que quelqu'un a la relation entre la glande plutôt la glande sébacée et le poil? Est-ce que vous avez la réponse? Alors, je vous laisse chercher. Tout à l'heure, vous essaierez de me répondre. Comme ça, on va un petit peu essayer d'avancer. Alors, je regarde d'abord s'il y a quelqu'un à la réponse. Inversement proportionnel. Parfait. Alors, pourquoi? Parce que là où on va avoir un poil fin, on va avoir une grosse glande sébacée. C'est ce qui va expliquer donc la localisation d'une pathologie que vous connaissez, donc l'acné, qui est une maladie de la glande sébacée, va se localiser au niveau du visage. Donc, comme vous le savez, à ce niveau-là, on a plutôt du duvet. Donc, on va avoir un poil fin. Donc, plus le poil est fin, plus la glande elle est grosse. Parfait, très bien. Alors, on continue. Alors, là, bien sûr, vous avez un examen dermatologique doit bien sûr, comme je vous disais, passer par, non seulement on va examiner la peau, alors la peau, on va dire sous toutes ses coutures, ne pas oublier les plis, ne pas oublier des zones cachées, parce qu'on n'a pas tendance à aller en général voir entre les orteils ou entre les doigts. Donc, non seulement on va examiner la peau en totalité, mais on va également regarder du côté des ongles et des muqueuses. Pourquoi? Parce que souvent, au cours de certaines pathologies dermatologiques, il va y avoir une atteinte à ce niveau-là. Alors, elle ne devra pas être méconnue, non seulement pour pouvoir la traiter, mais en plus, parfois, elle permet une orientation diagnostique, alors pour des diagnostics qui sont un petit peu moins évidents. Alors, les rôles de la peau. Donc, on va enchaîner avec les rôles de la peau. Alors, barrière, bien sûr, photoprotectrice, à travers cette barrière de mélanine. Comme je vous disais, donc, il va y avoir... Alors, la mélanine, elle va se former au niveau de votre épiderme. Donc, on va voir comme une espèce de film protecteur qui va donc absorber tout ce qui est rayonnement photonique et nous protéger du soleil. Plus on a de mélanine, plus on est protégé. Donc, les phototypes les plus foncés sont plus protégés que par rapport aux phototypes clairs. Alors, je vous invite également à faire une petite recherche sur les différents phototypes. On reverra ça ensemble pour le cours du mélanome. Bien sûr, vous avez la nociception. Vous savez ce que c'est que la nociception, donc c'est la sensibilité. Et puis, bien sûr, vous avez l'homéostasie. Alors, l'homéostasie, quelqu'un peut me dire ce que c'est que l'homéostasie? L'homéostasie, qu'est-ce que c'est qu'un dermatome? Alors, donc, maintien de l'homéostasie, bien sûr, à travers la sudation et puis l'horripilation. Alors, qu'est-ce que l'homéostasie? L'homéostasie, s'il vous plaît? Oui, je regarde. Alors, pour l'homéostasie, où les glandes sébacées sont les plus retrouvées? Alors, pardon, c'est une question? Alors, vous êtes revenu donc sur l'ancienne planche. Alors, les glandes sébacées, je reviens rapidement sur ça. Très bien. Alors, rapidement, pour la question de votre camarade, donc on avait parlé du glande sébacée qui va être beaucoup plus, donc inversement, donc votre camarade a déjà répondu, donc plus la glande sébacée est grosse, plus le poil va être fin. Donc le poil duveteux va être associé à ces grandes glandes-là qui vont se localiser principalement au niveau du visage, au niveau donc du haut du tronc. Alors, siège principalement des lésions d'acné. Alors, bien sûr, l'homéostasie, c'est la régulation, effectivement. Et pour le dermatome, alors le dermatome correspond... Alors, il faut connaître cette notion. Pourquoi? Parce qu'on va la retrouver pour certaines pathologies, bien sûr. Donc, alors, l'équilibre interne entre... je reviens sur l'homéostasie. Donc, bien sûr, ça va être l'équilibre interne entre les apports, les pertes, donc le renouvellement, les interactions, tout ce qui est variation, bien sûr, du milieu extérieur, mais également variation interne. Très bien pour le dermatome. Donc, c'est une zone cutanée innervée donc, par une seule racine. On va retrouver cette notion de dermatome principalement pour une maladie dans une pathologie que vous connaissez. Donc, on verra tout à l'heure. Donc, on retrouve donc une atteinte du dermatome. Alors, il peut y avoir, bien sûr, c'est une maladie infectieuse, il peut y avoir également des névus ou des amartomes qui se localisent sur un dermatome également. Alors pathologie infectieuse se localisant sur un dermatome, qu'est-ce que vous connaissez? Alors, je pense que vous connaissez cette... Oui? Alors, très bien. Donc, le zona est une maladie qui correspond, l'atteinte du zona correspond donc à une atteinte d'un dermatome. Alors, le dermatome, c'est assez localisé. Donc, là, oui, je regarde également notre réponse. Très bien. Parfait, c'est le zona. Allez, on enchaîne.
Alors, on continue toujours avec les rôles de la peau. Alors là, je passe rapidement. Alors, donc, c'est une barrière bien sûr physique. Donc, barrière, pourquoi? Parce qu'elle va s'opposer à tout ce qui est agression. Bon, les agressions, on va retrouver des agressions chimiques, des agressions physiques, des agressions ioniques et bien sûr des agressions infectieuses. Alors, barrière mécanique. Alors, la peau permet quand même des échanges avec le milieu extérieur, mais elle est imperméable à tout ce qui est agression. Alors, cette imperméabilité va se faire principalement à travers cette couche cornée. La couche cornée, donc ces kératinocytes vont être soudés les uns aux autres grâce à un sément. Alors, ce sément, il va être bien sûr constitué de ce film, donc hydrophobe, principalement constitué donc de cette sécrétion, donc principalement sébacée. Alors, concernant maintenant le rôle protecteur donc, contre tout ce qui est agression donc infectieuse, alors vous avez une réponse innée, donc rapide, et puis vous avez une réponse adaptative. Alors, bien sûr, ça va être par l'intermédiaire donc de lymphocytes T mémoire. Et puis, vous avez le pH acide de la peau, donc on a tendance à avoir un pH acide, va s'opposer à plusieurs agressions donc bactériennes principalement. Alors, toute variation donc de ce pH va basculer vers un certain genre d'infections. Alors, on peut avoir, alors pour le pH, donc plutôt des infections d'origine bactérienne ou des infections plutôt d'origine fongique. Donc, ces variations, on insiste un petit peu sur le maintien de cet équilibre-là du pH cutané. Et puis, vous avez bien sûr ce qu'on appelle la flore. Alors, la flore, avec cette nouvelle notion dont vous avez peut-être déjà entendu parler, on parle beaucoup actuellement de microbiote et de microbiome. Donc, on a une flore commensale qui vit un petit peu en symbiose avec nous. Et elle est là pour nous protéger. Alors, donc, elle va s'opposer à tous ces germes pathogènes à travers la sécrétion de ce qu'on appelle, c'est un petit peu des antibiotiques, donc c'est des bêta-défensines, donc sécrétées par cette flore-là. Donc, elle participe. Donc, d'où l'intérêt de maintenir cette flore. Alors, on maintient cette flore principalement comment? Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un a une idée? Alors là, on est pratiquement, avec le contexte actuel Covid, je pense que cette flore, elle est un petit peu mise à mal. Donc, vous devinez que donc, cette flore commensale va être principalement altérée. Alors, je regarde un petit peu vos réponses. Très bien. Alors, une alimentation saine équilibrée. Alors, une alimentation saine équilibrée, ça va être, alors c'est vrai que cette flore, vous avez deux types de flore. Là, on sort un petit peu du contexte cutané, mais vous avez une flore cutanée et puis vous avez une flore digestive. Alors, mais là, on s'intéresse plus à la flore, très bien, plutôt cutanée. Donc, on va éviter. Alors, c'est vrai ce que vous dites pour l'alimentation, les probiotiques, mais là, on va plutôt s'intéresser à notre flore cutanée, donc en évitant donc d'aseptiser. Donc, plus on va utiliser d'antiseptiques, exactement, plus on va utiliser de gel. Alors, malheureusement, on ne pourra pas s'en passer, avec, comme je vous disais, avec le contexte actuel. Donc, mais cette flore risque d'être un petit peu altérée. Je vous remercie pour la réponse. Donc, allez, on enchaîne. Alors là, je suis désolée, c'est un petit peu flou. Alors, c'est un petit peu le récapitulatif de tout ce qui est les rôles de la peau. Donc là, vous savez, donc, il va y avoir le rôle de protecteur, donc mécanique, infectieux, mélanique, donc on enchaîne. Maintenant, concernant, on passe à l'examen clinique. Pour votre examen clinique, alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait le stage. Alors, malheureusement, pour ces conditions exceptionnelles, donc le stage ne pourra pas se faire, mais on pourra un petit peu. Vous pouvez me poser des questions. Donc, à ce moment-là, donc maintenant, comme ça, j'essaierai de répondre un petit peu pour vous apprendre. Vous essayez de regarder d'abord comment on examine, et puis, alors là, je passe sur les spécificités. Donc de l'examen dermatologique. Alors, ce qui en ressort de ce paragraphe que vous avez dû lire, donc alors, étant donné le caractère affichant, d'abord, il y a une répercussion donc, sur le psyché donc, de votre patient, et puis la majorité des dermatoses sont des dermatoses chroniques. Donc, prendre en considération ces deux caractéristiques. Alors, allez, nous revoilà. Donc là, on va donc passer rapidement. Donc l'examen, je vous disais qu'il faut être analytique. Alors dans l'idéal, votre examen clinique, alors on préconise, alors que ce soit pour les chevronnés ou quand on est débutant, donc on apprend d'abord on commence par interroger notre patient.
Alors, aller faire d'emblée l'examen clinique, parfois, peut nous faire passer à côté donc, de certains éléments sémiologiques qui sont assez importants. Alors, pourquoi? Parce que dans notre démarche, le plus important, c'est d'être analytique. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un certain nombre de symptômes, de signes, alors des éléments, donc des clés que vous allez avoir, qui vont être en main, et donc vous allez devoir faire la synthèse, donc bien interroger votre patient. Alors, c'est vrai qu'avec le temps, on pourra examiner et interroger en même temps, mais dans un premier lieu, il vaut mieux interroger donc, sur la pathologie, sur l'évolution, sur le commencement, essayer d'établir donc, cette histoire donc, de la maladie, et puis examiner par la suite à travers donc, les temps que vous connaissez de l'inspection et de la palpation. Alors j'essaie de lire vos questions là, oui. Alors oui, alors là, vous êtes revenu un petit peu sur l'utilisation des gels, bien sûr, que ça peut être irritant. Donc l'utilisation, on va parler d'utilisation abusive, malheureusement, elle est nécessaire, on va dire presque. Donc on peut pallier à ça par l'utilisation donc de crèmes émollientes hydratantes. Donc bien sûr, tout ce qui est antiseptique, ça peut irriter. On peut faire carrément de réels eczémas. Maintenant, si on est prédisposé à faire des eczémas, on peut faire un eczéma. Donc il faut utiliser des crèmes réparatrices, parfois des crèmes barrières qui vont un petit peu pallier à ça. Donc, à côté déjà des modifications de la flore, on va avoir donc cet aspect irritant. Alors, on continue avec l'examen. Alors, concernant maintenant votre interrogatoire, alors l'interrogatoire, on va s'attacher, alors il y a beaucoup de maladies à support génétique, donc on va rechercher les antécédents personnels, familiaux, on verra ça par exemple dans le psoriasis. Alors, le psoriasis est une maladie principalement à transmission génétique. Et ce n'est pas le seul facteur, mais il y a beaucoup de pathologies. L'atopie, l'eczéma, donc on va retrouver une notion d'atopie familiale. Donc, j'insiste sur tous ces éléments-là qui devront être mis en exergue donc, à travers votre interrogatoire. Alors, bien sûr, l'évolution de la maladie, et on s'intéressera aux applications, étant donné que la peau est accessible, souvent il va y avoir application. Alors les patients cette application peut précéder donc l'apparition des lésions ou suivre l'apparition des lésions, et là soit ça va infirmer ou confirmer votre diagnostic dans certaines situations, où ça peut être carrément la cause. On peut avoir par exemple un eczéma de contact suite à l'application. On va revenir un petit peu sur le gel. Maintenant, si on utilise le gel sur les mains, on peut avoir donc un eczéma à ce niveau-là. Et donc là, on va un petit peu s'attacher à essayer donc de déblayer donc tous ces éléments sémiologiques. Les facteurs d'environnement, alors la peau elle est exposée, elle est bien sûr exposée à tout ce qui est variation, donc et principalement au rayonnement du soleil. Alors on peut avoir d'authentiques dermatoses dues secondaires au soleil et qui vont se localiser sur ce qu'on appelle les zones photoexposées. Donc ça doit attirer votre attention. Vous demandez à l'autre patient s'il y a une exacerbation, bien sûr à la saison par exemple estivale. Alors, et puis, on terminera par rechercher les signes fonctionnels. En matière de signes fonctionnels, bien sûr, il peut y avoir une sensation de douleur, de brûlure, donc je passe sur tout ça. Mais le maître symptôme à rechercher, ça va être le prurite. Alors, le prurite, bien sûr, c'est l'envie de se gratter. Maintenant, concernant le prurite, alors il y a deux groupes, il y a des dermatoses prurigineuses et puis il y a des dermatoses non prurigineuses. Donc, pour l'établissement déjà du diagnostic, vous allez avoir une orientation. Alors, quoi examiner? Donc, on examine toute la peau, comme je vous disais tout à l'heure, donc sans oublier les fanères. Et puis, bien sûr, sous une bonne lumière. La meilleure lumière, ça va être la lumière du jour. Alors, on inspecte, donc on regarde, donc on va utiliser pratiquement tous nos sens, on va regarder, on va sentir, on va toucher, on va palper. Donc, quand même, la dermatologie est une spécialité qui fait beaucoup appel à tous nos sens. Et puis, bien sûr, on va palper à travers la palpation, on va pratiquer des petits gestes. Alors, ces petits gestes-là, ça va être donc la vitropression, le curetage et la friction. Et puis, vous avez tous ces signes-là qu'on pourra rechercher. Alors, vous avez le phénomène de Kobner, le grattage méthodique de Brock. Alors, sur le grattage méthodique, on va passer rapidement. Le phénomène de Kobner, est-ce que quelqu'un peut me dire? Le signe de Nikolsky, le Darrier, le dermographisme. Alors, j'enchaîne et vous essayez, s'il vous plaît, de répondre en même temps. Donc, essayez de me répondre donc, donc, quels sont ces signes-là? Donc, je reviens. Le phénomène de Kobner, le signe de Nikolsky. Alors, je vous aide un petit peu. Le signe de Nikolsky, on va le retrouver dans les dermatoses, on va le rechercher dans les dermatoses bulleuses. Pour le signe de Darrier, le dermographisme, ça va être pour les lésions d'urticaire, avec des spécificités des deux. Et puis, pour le phénomène de Kobner, oui, j'ai une réponse. Alors, je regarde. Alors,
signe de Nikolsky, très bien, donc décollement, donc ça, avec apparition de bulles, donc vous ferez ça dans le détail. Donc ce signe de Nikolsky nous orientera vers telle ou telle dermatose bulleuse. Encore, alors pour le darier, le dermographisme, est-ce que vous avez une réponse également? Alors, pour le signe de darier, oui? Allez. Ah, vous trouvez que je suis un petit peu rapide? Ben, désolée, j'essaie vraiment de… C'est pour vous faire un petit peu la totalité du cours. C'est pour ça que j'y vais un petit peu vite. Parce que sinon, malheureusement, on va devoir passer… Déjà que j'empiète sur la deuxième séance. Là, pratiquement, ce cours-là, je vous le fais en 2 séances. Alors, on est obligé de terminer au moins la sémiologie. Je ne sais pas si on pourra faire le psoriasis tout à l'heure. Alors, dermographisme, très bien, papule démateuse. Alors, je vous rappelle que vous êtes censé avoir lu tous ces cours-là. Donc, vous avez déjà pris connaissance de ces cours-là parce qu'on les a mis en ligne. Donc là, c'est un petit peu pour asseoir vos connaissances et pour répondre plutôt à vos questions. Alors, très bien. Donc, papule démateuse, signe de Darier, très bien, ça c'est parfait. Donc, apparition d'une urticaire donc en peau saine ou sur une macule, ça vous permet de différencier les deux. Donc, c'est des dermatoses inflammatoires. Maintenant, pour le phénomène de Kobner, s'il vous plaît. Allez, les enfants, pour le phénomène de Kobner. C'est pas grave. Pour le phénomène de Kobner, on va reprendre ça, mais si vous avez la réponse entre-temps, bien sûr, vous pouvez l'envoyer. Allez, on enchaîne. Alors, pourquoi on fait tout ça? C'est pour, bien sûr, on va revenir sur cette fameuse lésion élémentaire. Cette lésion élémentaire qui est la traduction donc clinique, sémiologique donc du processus pathologique. Alors, il y a plusieurs types. Vous avez les lésions primaires puis les lésions secondaires. Alors là, vous pouvez poser vos questions pour essayer un petit peu comme ça, j'essaierai d'axer sur les points qui restent un petit peu incompréhensibles pour vous. Donc, maintenant, bien sûr, on va inspecter, on va palper. Cependant, parfois, l'examen peut être un petit peu limité. Là, on va avoir recours à des examens complémentaires. Concernant la lésion élémentaire, alors, ça n'est pas l'apparition d'une lésion, non, ça n'est pas ça le phénomène de Kobner. Donc, ce n'est pas d'une dermatose, non. Très bien, c'est plutôt, alors comme votre camarade vient de le mentionner, c'est l'apparition donc d'une dermatose sur une zone traumatisée. Alors il y a certaines dermatoses qui sont spécifiques. On va retrouver donc ce phénomène de Kobner principalement dans le psoriasis, mais également dans le lichen. Il y a d'autres phénomènes, mais là, ça, c'est les signes les plus fréquents. Donc, on va s'intéresser, comme vous voyez, on va plus… Alors, l'essentiel, c'est de connaître déjà ces maladies qu'on appelle, c'est de la dermatologie générale. Donc, on ne va pas… Il y a bien sûr d'autres dermatoses, mais ça, c'est des signes comme le phénomène de Kobner, par exemple, spécifique pratiquement du psoriasis. Alors, j'enchaîne donc maintenant pour les lésions élémentaires. Maintenant, concernant les lésions élémentaires, donc… comme je vous disais tout à l'heure, parfois l'examen clinique a ses limites. Et là, on va s'aider. Alors, la lumière, la lampe de Wood, vous regardez un petit peu ce que c'est. Alors, c'est cette lumière donc bleue qui va accentuer tout ce qui est modification chromatique. Donc, en accentuant tout ce qui est hyper ou hypo dans hypochrome. Vous avez bien sûr l'imagerie. Alors, la dermoscopie, vous regardez également un petit peu ce que c'est. Donc, on en fait beaucoup. Il faut prendre aussi beaucoup de photos. Souvent, alors, non seulement ça permet de suivre l'évolution de la maladie, mais parfois carrément de se fixer les idées. Donc, cette accessibilité, alors je vous invite à regarder, alors la dermatologie fait beaucoup appel donc à l'image, donc à la mémoire photographique, donc je vous invite à regarder un petit peu tout ce qui est pathologie, donc ne pas vous contenter que de vos cours, et puis je suis là principalement, donc personnellement pour essayer de répondre à vos questions. Bien sûr, on peut faire donc des prélèvements, donc l'accessibilité, vous voyez que cette accessibilité de la peau nous facilite quand même l'examen clinique. Et parfois, on peut être appelé à pratiquer carrément une biopsie. Alors là, je passe rapidement sur la biopsie. Bien sûr, la biopsie va permettre ce qu'on appelle une confrontation anatomo-clinique. Alors, on sait un petit peu, je me suis attardée sur tout ce qui est histologie. Pourquoi? Parce que si on comprend l'histologie, on comprend l'expression clinique de la maladie. Maintenant, si on a un renouvellement, je reviens un petit peu, un renouvellement kératinocytaire important avec des cornéocytes, comme vous le voyez, donc qui vont s'empiler, donc la résultante, par exemple, va être l'existence de squames. Là, il nous reste 10 minutes et il faudra qu'on essaie de terminer rapidement. Alors, donc, les squames vont être l'expression clinique. Donc, toujours faire votre confrontation. On peut faire des colorations, du immunomarquage et puis, bien sûr, d'autres examens complémentaires en fonction de notre orientation. Allez, on enchaîne avec les lésions élémentaires. J'attends vos questions, s'il vous plaît. Maintenant, si vous, comme ça, on essaiera de
de terminer donc avec cette séance. Alors, bien sûr, c'est la base du raisonnement. Je vous ai dit, il y a des lésions primaires, des lésions secondaires. Maintenant, il peut y avoir, donc, les deux peuvent coexister. Alors, d'où l'intérêt de faire un bon interrogatoire pour savoir quelles sont les premières lésions qui sont apparues. Maintenant, on peut avoir également plusieurs types lésionnels. On peut avoir de l'érythème, on peut avoir des bulles, et c'est plutôt les bulles qui vont un petit peu prédominer, qui vont être le point de départ de notre raisonnement plutôt que l'érythème. Donc, certaines lésions vont emboîter un petit peu le pas à d'autres lésions élémentaires. Alors, vous avez des points essentiels à retenir. Là, je vous laisse lire donc tranquillement. Donc, vous avez donc ces algorithmes, donc ces éléments-là vont vous permettre donc d'établir un algorithme décisionnel. Pourquoi? Parce que, par exemple, on a des lésions avec anomalie de surface, on a des lésions avec, par exemple, arrangement particulier, on a des anomalies de consistance. Donc, essayez d'établir déjà le groupe de lésions lésionnelles dans lequel on se retrouve. Alors, là, je vous montre rapidement les photos et puis je vous laisse chercher par contre. Donc là, vous avez les zones bastions. Les zones bastions, alors on reviendra là-dessus. Dans le psoriasis, là, vous avez un dermatome. Alors, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous m'arrêtez, vous posez des questions. Vous avez votre dermatome dans le zona. Là, vous avez un aspect un petit peu concentrique, assez typique, caractéristique. Donc, en cocarde, vous avez une petite lésion à l'intérieur et d'autres lésions. Il peut y avoir 3 cocardes. Alors, caractéristique de l'érythème polymorphe. Là, je vous laisse également chercher ce que c'est qu'un érythème polymorphe. Là, vous avez des lignes de Blaschko. Alors, ça, c'est des anomalies génétiques. Alors, normalement, ces lignes-là, c'est des lignes embryonnaires qui ont disparu. Donc, mais parfois elles peuvent persister et donner ce qu'on appelle, c'est des amartomes. Alors, des amartomes, c'est ce que vous connaissez sous le terme de névus, un petit peu. Alors, c'est des amartomes, c'est des anomalies génétiques. Alors, là, vous avez également, alors, vous avez un petit phénomène de Koebner, là. Alors, ça, c'est zone bastion. Ça, vous avez votre phénomène de Koebner. Vous voyez, là, c'est sur les stries de grattage. Un aspect annulaire, arciforme. Alors, là, je vous laisse chercher. Au face, vous avez peut-être la réponse. Pour l'aspect sporotrichoïde, alors sporotrichoïde, là vous avez, alors normalement c'est un bras. Alors ce qu'on observe, c'est que ça se fait sur un trajet particulier. Je vous laisse chercher. Donc l'aspect sporotrichoïde, à quoi il correspond. Et puis enfin, bien sûr, là vous avez deviné que c'est l'exposition au soleil, avec une zone qui est cachée, donc indemne, et une zone exposée qui est siège de lésion. Alors, l'algorithme lésionnel, donc là, vous voyez, donc là, c'est un schéma qui vous permet donc d'identifier les différentes lésions élémentaires. Allez, on passe à la sémiologie rapidement illustrée. Alors, je passe rapidement sur ces lésions. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous m'arrêtez, vous posez vos questions. Comme ça, on essaie de terminer. Il nous reste 6 minutes. Alors, on essaie de faire vite. Donc, on commence par les macules. Donc, c'est des lésions visibles, non palpables, donc avec modification tinctorielle. Donc, c'est ce que vous voyez. Donc, on peut avoir toutes les couleurs pratiquement. On commence par l'érythème. Alors, l'érythème, bien sûr, c'est de la couleur rouge. La couleur rouge, il va soit s'effacer ou non s'effacer à la vitropression et on sera soit face à un érythème ou un purpura. Maintenant, en érythème, en concernant l'érythème, on peut avoir plusieurs types d'érythème. Donc, on peut avoir soit un érythème généralisé ou un érythème localisé. Donc, les diagnostics vont être différents. Et notre réflexion va être différente. Maintenant, on peut avoir également, bien sûr, un érythème des télangiectasies. Donc ça, ce que vous voyez, c'est des télangiectasies. Maintenant, là, ce que vous voyez à côté, par contre, c'est du purpura. Donc le purpura, on va toujours le rechercher. Alors, dans l'idéal, c'est d'avoir un verre de montre ou encore une petite lamelle à côté de verre. Mais si on n'a pas ça à côté, tout simplement, on prend notre doigt, on fait une petite pression appuyée donc, sur notre érythème et on voit s'il disparaît ou non, donc si on est face ou non à un purpura. Il faut faire attention pour les purpuras. Alors, le purpura, votre premier réflexe, maintenant en matière de purpura, je passe rapidement, mais j'insiste un petit peu sur les lésions purpuriques qui peuvent être d'apparition brutale. Donc, votre réflexe va toujours être de pratiquer une FNS. Donc, il faut rechercher donc, éventuellement des troubles de la crasse sanguine. Pourquoi? Parce qu'il y a deux types de purpura. Il y a le purpura dermatologique et puis il y a le purpura hématologique. Donc, on doit éliminer l'urgence. Alors, il y a des pathologies donc, qui peuvent donner des purpuras. Donc, éliminer ce purpura hématologique. Maintenant, si la crasse donc, sanguine elle est normale, donc on va réfléchir autrement et rechercher tout ce qui est purpura dermatologique. En matière de purpura dermatologique, sachez qu'on peut avoir alors, un aspect différent. On peut avoir ce que vous voyez des taches. Alors ça, c'est du purpura. C'est des vibis, c'est des lignes. On peut avoir un aspect punctiforme, pétexial. On peut avoir de grosses échymoses. On peut avoir carrément de la nécrose. On peut avoir un purpura infiltré. Donc, le purpura dermatologique peut avoir plusieurs aspects cliniques.
Et puis à côté, vous avez tout ce qui est dyschromie. Alors, comme vous voyez là, alors c'est une hyperpigmentation. Alors là, c'est une hyperpigmentation. On peut avoir une hyperpigmentation soit actinique, ce qu'on appelle l'antigo-actinique, ou carrément un mélanome de Dubreuil. Ça, on le reverra ensemble et je vous expliquerai la différence. Et là, vous avez par contre du vitiligo. Donc, en matière maintenant, je reviens un petit peu sur plutôt les hyperchromies. Alors, sachez qu'en matière d'hyperpigmentation, elle peut être soit d'origine mélanique ou non mélanique. Alors, on peut avoir, alors pour la mélanique, on parle d'hypermélanocytose, et pour l'hypermélanoninose, ça va être des pigmentations d'origine principalement exogène. Donc, on peut avoir des médicaments, on peut avoir certaines maladies, comme la maladie de Wilson, l'argyrie, donc c'est le dépôt anormal de substances anormalement présentes donc, au niveau de la peau. Ça peut être principalement donc, des sels anormalement présents, que ce soit médicamenteux ou de métaux. Alors, vous avez bien sûr la poikilodermie. La poikilodermie, il faut rechercher ce que c'est. Maintenant, la poikilodermie, vous essayez de regarder, parce que là, je ne vous ai pas mis de photo. Alors, ça va être l'association d'atrophie de télangectasie, bien sûr, de troubles chromatiques, donc d'hyperpigmentation. En matière de poikilodermie, vous allez avoir soit une poikilodermie congénitale ou acquise. Maintenant, pour les poikilodermies congénitales, c'est pas méchant, mais pour les poikilodermies acquises, on fait attention à de révélation d'un lymphome cutané. Et puis enfin, vous avez cyanotique, donc qui est dû à une stase qui va se manifester par une cyanose. Alors, je fais vite un petit peu. Donc, vous avez l'érythème. Là, on a une distribution morbide. Allez, on enchaîne rapidement. Donc là, vous avez, donc après les lésions donc maculeuses, on passe aux lésions. Bien sûr, les macules peuvent être de tailles différentes. Hein. Maintenant, vous avez, alors je regarde un petit peu vos... Éteignez vos micros, s'il vous plaît. Alors le micro, pardon? Le micro, il est éteint, pardon? Vous arrivez à m'entendre, là, désactivé? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, oui? Très bien, ok, on reprend. Alors, donc, on enchaîne avec les lésions donc, en relief. Vous avez les papules, comme vous avez vu, à travers l'algorithme que je vous ai montré tout à l'heure, il y a un diagramme. Donc, vous êtes face soit à des lésions palpables ou des lésions non palpables. Maintenant, en matière de lésions, palpables, donc, ça va être des lésions en relief. Alors, vous avez un ensemble de lésions. Là. Alors, les papules, bien sûr, elles vont être inférieures à 1 cm. Vous avez maintenant différents types de papules. La papule peut être soit de point de départ épidermique ou dermique. En matière de papules épidermiques, donc vous avez principalement donc, tout ce qui est folliculaire. Alors là, je vous explique un petit peu les photos. Alors, toutes les couleurs, on peut retrouver également toutes les couleurs, comme vous voyez, on a du rose, on a du clair, on a du jaune, on a de la pigmentation. Donc là, c'est des molluscum contagiosum, donc c'est un petit peu l'équivalent de verrues. Vous avez des petits grains de mylium. Alors, vous avez une image histologique associée. Vous avez, je pense que là, vous connaissez probablement ce qu'on appelle le xanthelasma, puis l'exanthome. Donc, et là, vous avez un petit fibrome cutané, donc appendiculé. Là, c'est des verrues séboréiques. Et puis enfin, vous avez du lichen et enfin des papules. Alors tout ça, c'est des papules. Vous voyez que l'aspect quand même, il est assez... Et là, tout ça, ça va être des lésions bénignes. On n'est pas dans le... Alors là, c'est des lésions bénignes, mais sachez qu'on peut avoir également un mélanome. Donc une petite lésion donc, en relief, là on verra les caractéristiques ensemble, ou encore de carcinome. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous les posez en même temps. Alors, maintenant, concernant les plaques, donc ça va être soit d'apparition, elles vont apparaître d'emblée, ou ça va être la confluence soit de macules ou encore de papules. Alors, vous avez des macules, des plaques qui vont être planes ou encore en relief, donc elles vont être supérieures, bien sûr. Alors, je lis un petit peu. Le micro d'une étudiante est ouvert.